le rapprochement. Est-ce que vous avez aussi cette même grille de lecture que celle du président Badakani, qui voit en ce rapprochement d'Alger avec Ouagadougou plutôt peut-être une volonté de mettre un terme aux tensions, de l'accalmie, de l'apaisement entre le Mali et Bamako et Alger? Vous savez, volonté d'apaisement peut-être, mais on est bien dans les intrigues de la géopolitique locale. Les intrigues qui ont donné ce que le président a expliqué un peu là, la situation que vous avez et les accords d'Alger que l'Algérie continue de poser sur la table, alors qu'on voit clairement que c'est caduc. Bamako a désormais l'initiative sur le terrain. Bamako a les moyens de contrôler sa partie nord et donc d'assurer aussi la sécurité de ce flanc de l'Algérie. Maintenant, le président Diaw a dit, nous avons toujours été partisans d'une solution concertée au nord. Le président, c'est-à-dire il faut que même si le Mali a usé de force pour récupérer cette zone, il est nécessaire qu'il y ait un moment où les politiques se parlent. Parce que nous sommes dans le même axe géopolitique, ne l'oublions pas. Le Mali et l'Algérie sont dans le même axe géopolitique. Seulement, le président a parlé de l'erdoganisme qu'on retrouve dans le Maghreb. Cet erdoganisme a gagné les hommes politiques algériens, qui à un moment, ça se comprenait, président. Ils étaient carrément isolés dans leur perspective panafricaniste, on peut dire, dans le combat révolutionnaire. Ils étaient un peu isolés parce qu'ils faisaient face à la montée du fils. Tu as parlé de la question de l'insécurité qui était grandissante dans leur flanc sud-est, sud. Et ils n'avaient pas des États puissants. En plus même, ces États étaient la continuité de Paris. Alger a été carrément mis au dos au mur. Quand le DRS va à des accords avec la DGSI française sur la relocalisation des terroristes, c'est parce que Alger n'a pas, au niveau de Bamako, un pouvoir fort. C'est Paris qui décide à Bamako. Le président ATT Paris lui disait quoi faire. C'était là-bas, c'était comme ça. Donc, on relocalise les terroristes. Et puis, ceux qui viennent de Libye, quand il faut les contenir, on les réoriente là-bas. Donc, la contingence historique, les autorités de Bamako ne doivent pas oublier ça. Et les panafricanistes ne doivent pas nourrir une rancœur sur la base de ce que le président appelle souvent l'émotion. Il faut enlever ça, il faut se dépassionner. On ne va pas nourrir une rancœur éternelle contre l'Algérie. Nous sommes dans le même bloc géopolitique. Il faut comprendre. Parce que ça peut aussi arriver à Bamako. Que demain, Bamako se retrouve avec une situation où un pays qui n'est pas encore membre de l'AES, comme aujourd'hui les terroristes qui sont pourchassés au niveau du Burkina Faso, quand ils traversent la frontière, ils vont là-bas en Côte d'Ivoire. Le Burkina va sécuriser la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas traverser. Ils savent que les Ivoiriens vont se battre là-bas et les Français, et puis c'est les Français qui patronnent les terroristes. Ils sauront comment s'en sortir. Mais imaginez-vous que demain, le Burkina sente que la meilleure manière même de gérer les terroristes, c'est les chasser en Côte d'Ivoire. Et que les terroristes créent une enclave au niveau de Côte d'Ivoire. Le tort revient aux autorités ivoiriennes, mais quelque part aussi, ça sera partagé avec Ouagadougou, qui aurait pu avoir une solution partagée. Mais comme on n'est pas dans le même axe géopolitique, c'est difficile. Donc, il faut que les autorités de Bamako, les stratèges là-bas, prennent la chose aussi comme ça. L'imam Dicko est-il encore une menace? Il est neutralisé. La neutralisation de l'imam Dicko est davantage médiatique. Est-ce que l'imam Dicko peut encore aujourd'hui faire une sortie et ça fait trembler Bamako? Sauf si on veut lui prêter plus de force qu'il en a. Il n'en a plus. Il a été carrément décapité du point de vue politique. Les mouvements qui sont restés attachés à l'imam Dicko sont aujourd'hui des mouvements qui n'ont plus aucun pouvoir. Donc, politiquement, il faut passer à une autre phase de la bataille. Maintenant, si l'Algérie avait géré sa sécurité sur le nord du Mali, ce que nous n'avons jamais partagé, nous avons dénoncé, et bien au-delà de la sécurité, il y a eu les enjeux économiques.
Le Maroc, ce n'est pas la même chose, Madame Capet. Le président a parlé de l'argument de traîtrise. Beaucoup abordent l'argument de traîtrise, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est déjà un argument qui est valide et suffisamment fort. Le Maroc agit au nom d'un projet géopolitique qui s'appelle le Grand Maroc. Le Grand Maroc. C'est un projet géopolitique qui a une autre concrétude. Au nom de ce projet politique, les Marocains vous disent que leur pays, historiquement, c'est toute la Mauritanie. Et que ce pays-là touche également cette bande qu'on appelle le Front Polisario, le Sahara occidental. Ils disent que c'est leur pays. Et le Maroc, dans cette conquête, le Maroc n'est pas un royaume comme les autres. Hein. La famille qui est là, c'est Paris qui a choisi. Il y avait deux familles qui bagarraient. Hein, président? C'est Paris qui a choisi. 1905, le sultan Moulay. C'est Paris qui dit, c'est toi qui es désormais le sultan. On a tué celui qui était le concurrent. Paris a choisi son interlocuteur. Donc, d'abord, le royaume du Maroc est une construction géopolitique des intérêts de la France. Contre l'Espagne, contre le Portugal, contre l'Allemagne. Tout à fait. Donc, quand on regarde le Maroc, ne voyons pas le Maroc comme simplement un royaume. Non. Paris est derrière le Maroc. Depuis le départ, historiquement, 1905, 1912, 1911, il y aura le coup d'Agadir, je crois bien. L'un des éléments déclencheurs de la guerre dans le Maghreb. Paris est un acteur majeur de la dynamique du royaume du Maroc. Un autre élément que vous ne devez pas ignorer, c'est que une bonne partie de l'élite sioniste vient du Maroc. Une bonne partie de l'élite sioniste vient du Maroc. Et l'élite sioniste qui est engagée dans les projets de conquête coloniale au niveau de l'Afrique. C'est au nom de ça que le président vous parlait des liens entre le Maroc et beaucoup de projets coloniaux au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et même du Cameroun. Vous avez l'exemple le plus patent, le fameux Attijari Wafa Bank. Le groupe Attijari Wafa, c'est une construction de l'élite sioniste au niveau du Maroc, qui est liée au Rothschild, parce que les capitaux d'Attijari Wafa sont domiciliés, sont davantage français. Mais on vous présente ça comme une banque marocaine. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet élément également. Le sionisme marocain au service du grand sionisme occidental qui se perpétue dans le royaume du Maroc. Vous avez dans le projet du Grand Maroc, à partir duquel le Maroc se définit comme la puissance dominante. Et c'est là sa contradiction avec l'Algérie. Comme la puissance dominante qui va stabiliser le Grand Maghreb. Mais un Maghreb, cette fois-là, au service des intérêts de la France. C'est là la grande contradiction avec l'Algérie. L'Algérie dit non. Nous avons combattu les Français, ils ne peuvent pas revenir à travers vous, les Marocains. Et le peuple algérien, ou bien les officiers algériens, parfois même, encouragent les mouvements révolutionnaires qui veulent renverser la royauté marocaine, parce qu'ils savent que la royauté marocaine est consubstantiellement liée au pouvoir colonial français. Quand vous attaquez le pouvoir colonial français, vous attaquez la royauté marocaine. C'est d'ailleurs pourquoi cette royauté a toujours fait, à un moment, de jouer le jeu de traîtrise, faire semblant de défendre l'Afrique pour mieux infiltrer les réseaux de défense des intérêts africains, surtout les réseaux panafricanistes. C'est ça, l'un des dangers du Maroc. Et dans le Grand Maroc, vous avez aujourd'hui l'intrusion d'Israël, ou du moins l'entrée en jeu d'Israël, qui pense que le Grand Israël aura un pendant marocain. Donc, les Marocains sont une sorte d'armée pour le grand sionisme mondial. Est-ce que l'AES, qui parle de lutter contre l'impérialisme, peut faire des amitiés avec un bras séculier, un bras armé de l'impérialisme mondial, comme le Maroc? C'est-à-dire, on ne parle même plus de traîtrise. On parle d'une véritable armée dans le projet géopolitique
est celui de l'expansion de l'occidentalisme. Est-ce que l'AES peut avoir une relation fiable avec ce territoire? Vous allez voir que les Algériens, de manière peut-être, on va dire, en réaction à tout ça, ont entamé des actions. Aujourd'hui, ils ouvrent les négociations avec le Mali, le Burkina. Hier, c'était avec la Mauritanie, qui était devenue carrément un allié du Maroc. Il y a peu de temps, un président. Il y a quelques jours, le président Tebboune était en Mauritanie pour une conférence qui parle des jeunesses africaines. Il faut noter que l'Algérie, dans ses relents de combat auprès des peuples, des autres peuples africains, a mis un fonds de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Qui normalement devrait financer les sociétés civiles africaines et panafricanistes prioritairement. Donc, à ce titre, Afrimédia a droit à aller demander sa part. Tout comme tout organisme qui défend les intérêts des Africains. Ils ont mis 20 milliards de dollars. Ils disent, c'est pour financer les projets et financer les organismes qui défendent les intérêts des Africains. Nous prenons ces éléments, pourquoi? Parce que même dans le Maghreb, l'Algérie sent que ses positions sur certains dossiers l'ont fragilisé. L'ouverture de ces négociations entre Alger et les États de l'AES doit être un moment de dialogue franc entre des États qui ont la même aspiration géopolitique. Là, nous disons qu'il faut se détacher de toute passion. Des États qui ont les mêmes aspirations géopolitiques, qui ont d'ailleurs des partenaires géopolitiques et géostratégiques majeurs de même nature. Le plus grand investisseur en Algérie, c'est la Chine. Le plus grand partenaire militaire de l'Algérie, c'est la Russie. Si vous revenez dans l'AES, c'est pareil. Mais si vous regardez le Maroc, ils vont vous ramener leur banque, Attijari Wafa Bank, c'est la France. Partout où vous voyez, Attijari Wafa Bank, c'est la France. Ce n'est pas les Marocains, c'est la France. Ils vont vous ramener des gens qui vont vous prendre tous les secteurs de l'économie. Allez voir les capitaux. C'est les capitaux français. C'est une manière de traiter avec Paris différemment. Conséquence aussi de ces rapprochements avec le Maroc. Au niveau de Ouagadougou, les agents de la DGSE qui étaient en prison, n'est-ce pas, on les a libérés? Qui était médiateur? Le Maroc. Pourquoi libérer les 4 agents de la DGSE? Si les militaires africains partent faire un coup d'État en France, on va les arrêter, on les libère après une négociation? Si on a même l'amabilité de les arrêter, parce qu'on va les éliminer. Donc, la relation avec le Maroc, elle est profondément risquée. Il y a des Africains qui disent, on peut quand même gérer, vous ne pouvez pas gérer le Maroc. Vous savez ce que le Maroc a créé en Afrique? L'OUA. L'OUA que nous avons toujours décrié. Pourquoi l'OUA était une coquille vide? C'était le poids du Maroc. Avec la plus grande opération d'espionnage jamais montée sur le continent, l'opération Safari. Le Safari Club. Les services de renseignement de tous les pays occidentaux, surtout le Mossad, sont arrivés à partir du Maroc et ont engagé une procédure d'élimination ciblée de tous les leaders panafricanistes, de tous les leaders nationalistes et indépendantistes africains. C'était au Maroc que tout était planifié. Alors je vous parle, il y a un rapport de la commission de défense française du Sénat qui parle des enjeux du Maroc. Le Maroc est actuellement le QG des armées africaines, des armées françaises en Afrique. Écoutez le nom, hein? Les armées françaises en Afrique, AFA. Vous savez ce que ça signifie QG de plusieurs armées? Ça veut dire que les renseignements, les forces, les légionnaires, toute force qui appartient
à l'armée française est coordonné à partir du Maroc. Pour voir à quel point le Maroc est importé à Madame Capen, les pulls verts de l'armée, les pulls verts de l'armée française sont produits au Maroc. Plusieurs équipements de l'armée française viennent du Maroc. Vous pouvez fabriquer vos matériels militaires dans un pays qui vous fait même un peu douter. Vous pouvez le faire. Les pays de l'AES doivent énormément se méfier du Maroc. Énormément. Le Maroc est une pieuvre. Surtout qu'avec l'intrusion ou bien la présence des sionistes, ils ont un principe inspiré de la charte, comment on appelle ça, le protocole du Mont Sion. Vous savez ce que dit ce principe? Le protocole du Mont Sion, qui est la charte de colonialisme du grand sionisme, dit que tout homme est achetable. Tout homme est achetable. Ils n'hésiteront pas à mettre de l'argent, à mettre les moyens. Ils vont tout faire pour acheter des individus. Et partout où le Mossad a œuvré avec les Marocains, Madame Capen, ce n'est pas leur jeter des fleurs, ils ont atteint leurs résultats. C'est pourquoi les États de l'AES doivent éviter ces contacts profonds avec le Maroc. Pour moi, ils devraient même arrêter. Le Maroc, ça a trop duré. Le Maroc est un poison. L'enjeu, nous pouvons le comprendre. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup d'espoir dans l'élection sénégalaise. C'est l'accès, parce que c'est des États enclavés, ils ont besoin d'avoir accès à la mer. C'est là le grand enjeu. Les stratèges de l'AES doivent s'asseoir et réfléchir sur cet enjeu. Le désenclavement de l'AES. Pourquoi ne pas négocier avec certains États? Et s'il le faut, comme Kadhafi l'avait fait, créer un chenal. Un chenal. On a vu les Émirats arabes unis devenir une puissance maritime. Mais est-ce qu'il y avait la mer avant aux Émirats arabes unis? Il n'y en avait pas. On peut créer un chenal. C'est aux États de l'AES de réfléchir, de se mettre dans la prospective, pas tomber dans la facilité. Le Maroc n'est pas une solution. Au contraire, c'est un danger. Le Maroc a fait tomber le président Laurent Koudou-Gbagbo. Le Maroc renforce Alassane Dramane Ouattara. Le Maroc fait de l'espionnage. Chaque Marocain est un espion. Le Maroc est un danger permanent. Nous avons un atout avec les Algériens, c'est simplement leur élément révolutionnaire qu'on peut remobiliser, qu'on peut réveiller. Maintenant qu'ils sont en train de revenir dans les négociations, il faut simplement que l'AES pose les bases d'un dialogue franc, sincère, et crée le cadre d'une coopération. Le cadre d'une coopération. Il faut un cadre de coopération qui garantisse à ces États le respect mutuel de la souveraineté de chacun. L'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui, en tant que bloc, pèse autant peut-être même que l'Algérie. Donc, ils ne doivent pas eux-mêmes, parce qu'Alger avait un regard paternaliste, s'infantiliser en disant, bon, comme Alger fait ça, nous aussi, on va faire comme ça. Non. Ce sera pas faire montre de hauteur diplomatique à ce niveau-là. Il faut rentrer dans des négociations dures avec Alger et parvenir à un consensus. Et ne pas lésiner sur les moyens. Ils ont des partenaires qui peuvent jouer cette médiation. Hier, qui pouvait mettre Téhéran et Riyad sur la même table? Qui pouvait les mettre sur la même table? Les Chinois n'ont pas réussi cela. Pourquoi ne pas solliciter l'entre-gens des Chinois? Parce que les Chinois ont les moyens de contraindre les Algériens. Les Russes peuvent le faire. Mais les Russes, c'est davantage une coopération militaire, elle est très sensible. Les Russes savent qu'il y a des enjeux stratégiques. Les Russes ont donné des chasseurs de 4e génération aux Algériens. Madame, quand vous avez accès à la technologie de 4e génération militaire, ce n'est pas un jeu. On n'arrête pas ce genre de coopération comme ça.
dont la Russie mesure la sensibilité de sa coopération avec tous ces États, peut-être, elle, à ce niveau, peut dire, c'est un débat entre eux. Vous avez un débat qui mérite un autre type de médiation. Mais dans ce cas, on se rabat sur les Chinois. Le monde multipolaire ne sera pas un monde de vierges effarouchés, où chacun prendra son petit coin lorsqu'il sent une petite frustration et dit « Ah ok, on va voir. » Non, c'est pas ça. C'est un monde aussi où on va négocier. Et les négociations seront dures. L'AES doit rentrer dans les négociations dures. Ils ont des ministres d'affaires étrangères qui sont rompus à la tâche. Au lieu de plonger dans les bras du monstre marocain, mais lancez-vous dans des négociations. L'Algérie est aujourd'hui dos au mur. L'enjeu de sécurité, l'enjeu de leadership régional est tel que l'Algérie ne peut plus se permettre un certain nombre de positions. Vous avez vu, on a tué Ag Chérif, tué un ensemble. Alger a revendiqué quelque chose. Ils ont menacé. Ils sont calmes. Vous croyez qu'ils sont calmes parce qu'ils sont trop fiers de leur mort? Non. Ils ont perdu le rapport de force. Ils sont conscients. C'est sur le terrain. Bamako doit savoir qu'il a inversé le rapport de force militaire. Donc maintenant, il a les atouts de négociation. Et si Bamako ouvre les négociations en situation de force comme actuellement, Bamako peut arriver à quelque chose. Alger devra aussi mettre assez d'eau dans son vin pour pouvoir se passer, oublier ces affaires d'accord d'Alger. Il faut oublier. Ça n'existe plus. Quand on commence les négociations, là, on leur dit, bon, vous savez, vos accords, là, on n'en parle plus. Laissez, on n'en parle plus. On passe à quelque chose. On va créer un cadre de coopération. Et là, ça ouvre les perspectives géostratégiques immenses. Les pays de l'AES sont des États enclavés pour la plupart. Et c'est des États qui ont des ressources naturelles importantes. La question des corridors d'exportation de leurs ressources, elle est éminemment stratégique. L'Algérie peut devenir un corridor. Et pourquoi Alger ne gagnerait pas davantage là-dessus? Qu'est-ce qu'Alger gagne à voir les terroristes? Dites-moi, les terroristes, ça finance Alger à quelle hauteur? Mais imaginez pour que le lithium, l'or, le pétrole qui va sortir du Niger, un ensemble de ressources, le gaz, le pétrole également du Burkina, le gaz et le pétrole du Mali. Tout ça avec le bassin de Taoudéni, qui est déjà proche du bassin gazier et pétrolier algérien. Que tout ça soit raccordé à un pipeline qui transite par l'Algérie. Rien que les droits de transit liés à ce pipeline, qu'est-ce que ça ne peut rapporter à Alger? Que lui rapporterait d'entretenir des petits terroristes ou bien l'imam Diko et sa rhétorique tout à fait subversive? Qu'est-ce que ça rapporterait? Alger mettrait tout ça sur la table et comprendrait que bon, on dirait même à l'imam Diko, bon, tu gagnerais, on va envoyer un agent de renseignement pour dire à l'imam Diko, mon ami, tu arrêtes tes discours là. Si tu restes à Alger, nous on te garde parce qu'hier on t'a utilisé, mais tu restes calme, on ne veut plus entendre ce genre de discours. On va le ramener à la réelle politique, c'est lui qui va comprendre qui s'était fourvoyé. Ça sera le fruit des négociations. Donc, nous encourageons les États de l'AES à accélérer si Alger est véritablement dans cette posture, à accélérer ces réflexions, mais à tenir compte de tout ce qui s'est passé. Parce que les situations qui hier ont été des blocages sont des moments, des opportunités pour réfléchir aux alternatives. Nous avons toujours dit que l'AES devait avoir des options. Le Niger doit toujours réfléchir à connecter son pipeline à celui du Tchad. Pour avoir une option, il ne faut pas être coincé à une seule solution. Ces États, à cause de la situation actuelle du continent, où la libération n'est pas encore totale, doivent avoir des alternatives via des pays qui ont actuellement un accent panafricanisant. Le Cameroun. C'est peut-être loin, mais si vous prenez la géopolitique occidentale, vous verrez que le loin là, c'est vous qui définissez le loin là comme ça. Pour eux, c'est proche. Nous devons créer ces situations.
C'est pourquoi l'AES, nous avons toujours dit qu'une volonté de puissance doit émaner de l'AES. La volonté de puissance, elle n'est pas que militaire. Elle est aussi dans la projection d'un réseau routier qui détermine sa puissance. Son réseau routier doit être un réseau qui lui assure en permanence une connexion avec des États qui ont un littoral. Même en évitant au maximum, en évitant de dépendre des États hostiles. Un pays comme le Sénégal est normalement le littoral de l'AES. Moi, je le répète toujours, le Sénégal a été créé essentiellement pour diviser le Mali. C'est le Mali. Sénégal, c'est le Mali. Bon, si actuellement, on a 2 danseurs qui sont à Dakar et qu'ils font leur danse, un jour, ils se réveillent, ils dansent du pied gauche, un autre du matin, ils se réveillent, c'est du pied droit. En attendant, il faut créer des voies d'accès. Il faut désengorger l'AES. Ce n'est que comme ça que l'AES peut trouver une certaine sérénité dans ses rapports avec les puissances environnantes qui ne sont pas totalement rassurantes. Le cas de l'Algérie est très important pour aller sur cette base-là. Pour nous, c'est comme ça qu'Alger devrait aborder ces négociations. C'est comme ça que Bamako devrait aborder ces situations, ou bien les pays de l'AES, en situation de force et en se donnant les moyens de contraindre ses partenaires, ou du moins d'amener ses partenaires à des solutions qui l'arrangent, en évitant au maximum des vipères comme le Maroc.